Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'Association nationale des greffiers haïtiens, ANAG, a annoncé mercredi la levée partielle de la grève dans les 18 juridictions du pays après environ 2 mois d'un arrêt de travail pour exiger du ministère de la Justice de meilleures conditions de travail. Le ministre de la Justice, Berthaud Dorcé, annonce que l'État a trouvé une entente avec les greffiers qui étaient en grève depuis près de 2 mois. Certaines de leurs revendications ont été satisfaites. Poursuite de la traque des migrants haïtiens en situation irrégulière en République dominicaine. Le groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés, GARE, dénonce cette vague d'expulsion qui se fait en dehors des normes. La police a procédé ce mardi à la libération de 27 écoliers, dont 14 fillettes, qui avaient été enlevées par des bandits armés à bord d'un autobus dans la zone de Meyer, dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Suite à une alerte du Centre de renseignement des opérations CRO de la PNH, informant du détournement, des patrouilles policières de la juridiction de la Croix-des-Bouquets ont été déployées en vue de faire échec à cette tentative d'enlèvement. Contraints par la présence des forces de l'ordre qui ont investi la zone, les bandits ont dû prendre la fuite, abandonnant l'autobus, bus de couleur jaune, dans la zone de Belle-Lanton à Carrefour, New York. Sains et saufs, les écoliers, le chauffeur et l'hôtesse ont été escortés sous haute sécurité par des agents des forces de l'ordre jusqu'à leur établissement scolaire. Le ministre de la Justice, Berthaud Dorcé, a indiqué qu'il avait trouvé une entente avec les greffiers qui, depuis plus d'1 mois, observaient un mot d'ordre de grève. Selon lui, certaines des revendications des greffiers ont été satisfaites. Parmi elles, la carte de débit qu'il réclamait sera disponible à partir du mois de juin. D'un autre côté, il annonce que tous les fonctionnaires de l'État vont bénéficier d'une augmentation salariale sous peu. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Assainir, c'est le terme utilisé par le ministre de la Justice pour expliquer par quel processus l'État haïtien a pu récupérer 11 millions de gourdes. 143 chèques émis à l'endroit de citoyens qui n'ont jamais travaillé pour l'État haïtien résidant aux États-Unis sont désormais coupés, a précisé Berthaud Dorcé. Nous pas fait ça parce que nous estimons que nous avons force, nous avons gros poignet, une structure qui est dans le ministère de la Justice. Structure là, checker tout service qui gagne, nous rendons compte qu'il y a des gens qui étaient aux États-Unis pour TPS, il y a ça qui décide de pas venir travailler. Cette somme récupérée doit être utilisée à bon escient, insiste le ministre. Une bonne partie le sera pour donner satisfaction aux revendications des greffiers, explique M. Dorcé. Il reconnaît que le processus a été long en termes de rencontres avec les associations de greffiers. Et comme ça, qui totalisait environ 11 millions de gouttes, nous recevions ensemble avec lui pour que nous fassions un nouvel emploi, qui s'est greffier ça yo, qui était formé encore par taxes que nous-mêmes captons de là, l'État prend en main nous, l'État formé yo, je dis là même moun ça vient joindre possibilité d'emploi, l'État toujours répond à responsabilité lui même s'il t'a fait l'État tardivement, mais nous pas gagner trop reproches que nous attribuer ensemble avec lui. Les fonctionnaires de l'État sont aussi concernés par cette disposition prise au niveau du gouvernement. Toutefois, aucune date précise n'a été communiquée quand elle entrera en vigueur. C'est une bonne affaire pour les autorités gouvernementales, estime le ministre. 1. Nous avons satisfaction de façon générale à l'ensemble du employé de l'État parce que nous avons une augmentation pour tout employé de l'État. Cette mesure mettra-t-elle fin à la grève des greffiers?
Ce n'est pas le ministre endorsé qui se prononcera sur la question. En revanche, l'entente rendue publique a été prise avec les concernés et plus d'un croit que les détenus ainsi que les justiciables vont pouvoir souffler un peu. Possibilité pour greffier jouer une carte de débit à partir du mois de juin. Ça, c'est à partir de ça, comptable et administrateur ministère là, joindre qui permettent que moi-même, moi, viens dire ça en présence de là. Je ne peux pas me contenter moi-même pour me dire que grève l'a levé. Même qu'à contenter pour me dire non, ça a été demandé, mais qui ça m'a baillé. En ce qui revient aux 143 personnes qui reçoivent régulièrement des chèques de l'État haïtien sans pour autant avoir travaillé pour l'État même durant un jour, aucune annonce relative aux dispositions prises n'a été soulevée. Cependant, il y a lieu de se demander, au regard de la loi, si ce n'est pas un délit contre le pays quand des sinécures jouissent des droits de taxe de la population. Sur ces points, rien n'a été dit. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. L'Association nationale des greffiers haïtiens, la NAG, a annoncé mercredi la levée partielle de la grève dans les 18 juridictions du pays après environ 2 mois d'un arrêt de travail pour exiger du ministère de la Justice de meilleures conditions de travail. La NAG a donné un ultimatum au ministère de la Justice allant jusqu'au mois de juin pour prouver sa bonne foi et tenir les nouvelles promesses faites à la corporation. Sinon, les greffiers rentreront en grève automatiquement sans autre forme de procès, selon Maître Aîné Martin, lors d'un point de presse conjoint mercredi au ministère de la Justice. Je tiens, dans le rapport avec le ministre de la Justice, côté que nous montrons nous, bon augmentation de salaire qui fait nous toucher les lits, que à l'avenir, nous sommes capables de penser sur révalorisation salariale. Mais nous-mêmes qui avons un espace de temps en grève, qui ou est pas quelqu'un qui a mourir en prison, également ministre, je dis en dit Libanon, strict minimum. Strict minimum, qui c'est 4 de débit. 4 de débit, nous acceptons pour nous une levée partielle de grève là, jusqu'à date limite que le ministre de la Justice souhaitait pour l'autorité octroyée en cas de débit avec chaque greffier, avec magistrat et boulot. Et il promet nous tout que dans la semaine qui va venir là, greffier qui était formé dans l'école magistrature dans la première promotion année 2017, il y a bien lettre pour continuer le travail parce que toujours travail dans le tribunal, même fait. Dans le tribunal, même fait stage. Et il promet nous tout, greffier que il prévoit une promotion pour une substitut commissaire gouvernement. Dans la semaine qui vient là, il y a une lettre qui ne pas faveur ni cadeau faire nous crier nous de loi. Parce que le ministre, il a nous et nous connaît tout, il y a un paquet de postes vides qui gagne à travers paquet que pendant la combler l'espace vide, il a utilisé une série de greffiers pour lui combler l'espace vide, côté que c'est cap beaucoup appareil judiciaire. Égal, sous parole ministre, que partiellement jusqu'au mois de juin, nous demandons avec toute greffier dans la République pour le travail, égal pour nous tendre 4 de débit dans le mois de juin. Passé le mois de juin, nous n'avons pas besoin d'écrire ni ministre de la Justice, ni président pour de cassation, ni l'autre autorité qui concerne nous. Depuis nous pas ni greffier nous même à rentrer dans la grève que ça va juste continuer. Et nous souhaitons que l'autorité au niveau primature, comme nous avons toujours continué à faire échange avec eux, sur la question des statuts greffiers et qu'à résoudre en majorité 80% dans le problème greffier et subi dans le système judiciaire. La traque des migrants haïtiens en situation irrégulière s'est intensifiée ces dernières semaines, rapporte notre correspondant sur place Jean-Michel Carrois en République dominicaine. Selon lui, il s'agirait d'une tactique du gouvernement dominicain pour jeter un voile sur la dégradation des conditions économiques en République voisine. Les chasses à l'homme visant les migrants en situation irrégulière, essentiellement les Haïtiens, se sont multipliés, se sont intensifiés
au cours des derniers jours et je dirais des dernières semaines. Alors, les raisons, il y a plusieurs types d'hypothèses qui sont évoquées. Certains disent que l'aggravation de la situation économique, l'inflation qui s'est accélérée, notamment en raison de la hausse du prix de l'énergie, de l'essence, de l'électricité, etc., fait que le gouvernement, pour détourner l'attention, reprend cette chasse aux immigrants en situation irrégulière. La Ciudad-Juan-Bosch, c'est une ville nouvelle, une grande ville nouvelle qui a été construite sous les gouvernements du PLD, du Parti de la Libération dominicaine, à l'est de Saint-Domingue, donc dans la direction de l'aéroport international. Et c'est une grande ville qui a été donc construite, comme la plupart des constructions ici, par des travailleurs haïtiens, et où résident un certain nombre de migrants haïtiens et d'Haïtiens qui ont leurs documents en ordre, tout se passe bien. Donc, quand il y a eu la semaine dernière une opération menée par la direction de migration, une équipe de la migration est allée à la Ciudad-Juan-Bosch et elle a été reçue à coups de pierre par un petit groupe de migrants haïtiens qui, évidemment, devaient être en situation irrégulière. Donc, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux où l'on voit quelques agents de migration battre en retraite sous une pluie de pierres lancées par des Haïtiens. Du coup, ça a créé toute une agitation médiatique, des cris de vengeance qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Et la direction de migration a monté une grosse opération quelques jours plus tard avec des militaires où ils ont raflé 385 personnes, donc des Haïtiens, beaucoup en situation irrégulière, mais quelques-uns en situation régulière, et quelques-uns y compris des Dominicains qui se trouvaient là et qui étaient de couleur noire. Tandis que les Carfourois empruntent la route passant par la Boule 12 pour fuir l'action des groupes armés et qui sèment la terreur à l'entrée sud de la capitale, les résidents de la Boule 12, eux, dénoncent une augmentation des actes d'insécurité dans la zone. L'enlèvement du docteur Benetti Augustin est l'un des derniers cas qui témoignent de l'aggravation de la situation selon les riverains rencontrés par une équipe de Radio-Télé Métropole. Les habitants de cette section communale appellent les autorités à prendre des mesures urgentes pour éviter le pire. Depuis que les groupes armés font régner la terreur à l'entrée sud de la capitale, beaucoup de citoyens utilisent la voie passant par la Boule 12 pour se rendre à Carrefour et dans les zones avoisinantes. Si cette pratique n'est pas nouvelle, ce qui attire l'attention, c'est surtout le calvaire que représente cette aventure. Le mauvais état de cette route, étroite et en pente, occasionne de plus en plus d'accidents. Personne, qu'il s'agisse des motocyclistes, des chauffeurs de véhicules de transport public ou privé, n'échappe à cette réalité catastrophique. Oui, ben, il est tombé, chasse pour vous, il est tombé. Mon chien, moto a tombé. Je vais aller au Carrefour Saint-Fils. Je vais descendre Saint-Gilles. Je vais aller zone Première Avenue. Et Première Avenue à... Je vais au Carrefour Saint-Fils. Je vais descendre Bobo Alette. Je vais descendre Savane Pistache. Bon, ça n'a pas eu devant l'hôpital. De plus en plus de gens préfèrent passer par la Boule 12 plutôt que par Martissan afin d'échapper aux groupes armés. Entre deux mots, il faut donc choisir le moindre. Les concernés préfèrent tenter le passage par Saint-Jude malgré le risque d'accident mortel. Nous avons avec les Haïtiens avec les autres qui font nous passer là. Nous avons un an depuis nous fait. Parce que depuis qu'il y a un problème en bas, nous ne pouvons pas aller, nous ne pouvons pas passer Matissan. Il y a un problème Matissan, nous ne pouvons pas traverser Matissan. Nous sommes obligés de prendre route Macaco pour nous capables de dégager. Et ça nous demande l'État pour faire un bagage pour nous, pour les malheureux, surtout pour les Carrefour. Les Carrefour, Matissan bloqué, pas qu'à descendre la ville. À cause ISO avec Tilapi qui mettait un barrière en bas, nous ne pouvons pas passer. Et nous demandons pour l'État pour responsabilité, pour aider malheureux et Carrefour, malheureux Fontamara,
ils sont capables de dégager en bas la ville. Tandis que les Carrefourrois utilisent la route de la Boule 12, une voie sûre, afin de fuir la violence des gangs, de leur côté, les résidents de cette section communale se plaignent de la détérioration du climat sécuritaire. C'est un constat paradoxal dressé par des riverains qui rappellent quelques faits pour étayer leurs propos. Premier élément qui mettait la boule en d'actualité à journée aujourd'hui, c'est le phénomène d'insécurité. Et cela pour deux raisons. Zone ça vient servir de passage alternatif pour une série de monde qui habitent Carrefour, mais qui pas qu'à passer Matissan, yo jambé aller dans cette ville-là et retourner la caillou. Deuxième raison, c'est parce que le phénomène d'insécurité à lui-même, li vient prégnant dans la réalité zone la boule là même. Zak insécurité yo récurrent en dans la boule 12, yo ka djou gen ka kidnapping qui fait. En pile cas kidnapping, yo ka djou gen cas d'assassinat. En raison du climat sécuritaire, une baisse des activités est observée dans cette localité. Si le niveau d'insécurité reste encore supportable, ces interrogés craignent une détérioration si rien n'est fait. On est capable à cause de l'insécurité et parfois les pour moun yo ta sorti, yo capable venir acheter, des difficultés tant que de 6h du soir par exemple depuis les arrivées tout le monde fermé. Tant que gens pays à venir ça cause un peu le monde entrer dans la caillou très bonheur. Pour système zone non, tant que moi même ce jeune garçon qui a vécu dans zone depuis 2010, capable par rapport à gens qui ont vécu longtemps, c'est pas même bagaille. À cause nèg qu'on a passé faire des ordres tant que tirer monde ou que doit passer là ou pas même connaît on les conseille en sécurité tirer bas sur monde. À l'instar d'autres zones du pays, des actes d'insécurité ont été enregistrés dans ce secteur ces derniers temps. Parmi les cas les plus notables, le kidnapping de la pédiatre Benetti Augustin non loin de sa maison ou encore l'assassinat par balle de l'inspecteur de police Danjeri Toussaint au tout début de cette année. Après plusieurs mois d'analyse d'archives, le journal américain New York Times a estimé que les paiements versés à compter de 1825 par Haïti pour indemniser les anciens colons esclavagistes ont coûté au développement économique d'Haïti entre 21 et 115 milliards de dollars de pertes sur 2 siècles, soit 1 à 8 fois le produit intérieur brut du pays en 2020. Suivez les explications de Catherine Porter, Toronto Bureau Chief pour le New York Times, et Constant Méheux, reporter du New York Times en France, les deux journalistes qui ont réalisé l'enquête. Quand j'ai commencé de lire sur l'histoire de la double dette, je me posais beaucoup de questions. Quand est-ce que c'était fini? Il y avait un débat entre les historiens quand les paiements de double dette sont finis. Combien Haïti a payé pendant des décennies à France? Qui ont gagné cet argent? C'est allé à qui? Quelle banque et aussi combien de paiements sont faits pour les banques? Alors, on a commencé un grand travail en posant les questions comme ça. Et même qu'il y a beaucoup des historiens haïtiens et français qui ont fait du travail sur ce sujet. Pour nous avons vu que personne n'est allé pour faire une comptable de tous les chiffres, de tous les paiements une année après les autres. Alors, c'est ça que c'était le bout de notre travail, et de faire un peu l'histoire de la double dette pour raconter l'histoire de la double dette pour tout le monde. Pour nous avons commencé des recherches comme journalistes. On a cherché pour la vérité, c'est ça qu'on fasse normalement comme journaliste, et non pas vraiment poser ce que va arriver après on a publié ça. Pour nous, le but, c'était seulement d'aller si profondément qu'on pourrait faire, et en cherchant la vérité. Très bien. Alors, c'est intéressant la réaction, mais c'était pas pour nous de décider
qu'est-ce que va arriver après on a publié? En fait, c'est une enquête qui avait commencé depuis, je dirais, quasiment 2 ans. Catherine s'est intéressée au sujet dès 2019, au moment où la situation politique en Haïti était déjà en train d'évoluer. Elle a commencé à s'intéresser, en fait, tout simplement parce que la question qu'on se pose souvent, en tant aussi que journaliste étranger qui allons en Haïti, c'est pourquoi est-ce que Haïti est aujourd'hui un pays si pauvre? Pourquoi est-ce que Haïti partage la même île qu'un pays qui, lui, la République dominicaine, a un système de métro, a une éducation publique qui fonctionne très bien. Il y a énormément de raisons à cela, la question de la violence des gangs, la question de la corruption politique, la question des catastrophes naturelles, tout cela sont des bonnes raisons. Mais il y a une raison aussi qui, en tout cas, à l'étranger est oubliée, qui est cette fameuse double dette. Et donc Catherine a commencé, et elle pourra l'expliquer sans doute mieux que moi, à travailler sur ce sujet. Est arrivée la pandémie de coronavirus qui nous a forcé à mettre ces plans de recherche en pause. Et on a repris ce travail en 2021, il y a un petit peu plus d'1 an. On aurait aimé pouvoir finir ce travail dès la fin 2021. Malheureusement, il nous restait encore un certain nombre de recherches à faire. Et tout simplement, on l'a fini en début d'année. On a dû retarder un petit peu à cause de la guerre en Ukraine, mais une fois que c'était prêt, on l'a publié. Merci. Catherine, la situation économique catastrophique d'Haïti aujourd'hui découle du paiement de la dette de l'indépendance indue exigée par la France. Et vous maintenez cette conclusion, Catherine? Oui, mais c'est une des raisons, on a décidé que la situation en Haïti, c'est comme ça. Je pense que pour comme un correspondant international, quand on voyage dans le monde, on essaie toujours de regarder sous le tapis d'un pays pour comprendre les causes profondes. Et alors, en fait, ces informations, elles sont disséminées dans beaucoup d'archives, de livres et de documents différents. Donc, c'est pas moi uniquement qui ai travaillé à récolter ces informations. C'est toute notre équipe et également des chercheurs aux États-Unis, en France et en Haïti. Je dirais que parmi les principales sources, il y a évidemment des archives françaises, puisque ces paiements ont été envoyés à la France et ils ont été collectés notamment par une banque publique qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans les archives de cette banque pour retracer les paiements. Il y a également le journal Le Moniteur, le journal gouvernemental haïtien. On a été retrouver les archives qui dataient du 19e siècle pour retrouver les chiffres sur le budget notamment. On a beaucoup utilisé les écrits de Frédéric Marcelin, un ministre des Finances haïtien à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui avait fait aussi un travail pour retracer les paiements, notamment sur l'indemnité et l'emprunt de 1825. Et puis, il y a tout un certain nombre de documents qu'on trouve parfois sur des bibliothèques numérisées en ligne, qu'on trouve dans des pamphlets, dans des brochures. Donc, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de rigueur aussi, je pense, essayer de croiser les sources pour être sûr que les paiements ont bien effectué. Mais voilà, à force de patience et de travail, on est arrivé à avoir ces données sur à peu près 7 décennies qui retracent les paiements de la double dette. Au même moment où le CIC participait au financement de la Tour Eiffel, il était également en train de retirer des sommes relativement importantes d'Haïti via la Banque nationale d'Haïti. En revanche, on ne sait absolument pas si cet argent qui venait d'Haïti a été utilisé pour la construction de la Tour Eiffel. Donc c'est simplement, je dirais, une conjonction temporelle, mais nous ne disons pas du tout dans nos articles que cet argent a été utilisé pour construire la Tour Eiffel. Pour le premier chiffre, c'est-à-dire 21 milliards, on a considéré en fait comme hypothèse que si cet argent était resté en Haïti, cet argent aurait grandi à un taux de rendement qui est le même que celui de la croissance du PIB haïtien. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce chiffre de 21 milliards. Pour la deuxième hypothèse, du coup, qui est une hypothèse qui est moins conservatrice, on a considéré que si cet argent était resté en Haïti, puisque c'était des sommes qui étaient relativement importantes, il aurait été investi dans des ponts, dans des hôpitaux, dans des écoles,
tous ces investissements qui payent à terme et donc qui permettent justement de booster la croissance d'un pays. Et donc, on a utilisé comme taux de rendement hypothétique le taux de croissance moyen de l'Amérique latine, en considérant, et c'est selon certains économistes, que Haïti, sans cette dette, aurait pu connaître un taux de croissance qui serait le même que le taux moyen des autres pays d'Amérique latine. Et dans ce cas-là, on retrouve du coup ce chiffre de 115 milliards. Pour la première hypothèse, on est sur un taux en moyenne par année de 2,15, et pour la seconde hypothèse, on est à 3,2%. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.